Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Émilie, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, je vais bien, malgré la petite chaleur qu'il y a chez moi, ça va, je suis contente d'être là avec toi. Petite chaleur, c'est un euphémisme, je crois. Non, ça va, il est 9h30, c'est toujours, pour le moment, ça va. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans le pire moment de la journée. Moi, en tout cas, je suis ravie de t'avoir aussi, Émilie, sur le podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Émilie Le Fatan, si je Le l'écorche Fatan. pas, Le Fatan, comment toi, te décrirais? Comment je me décrirais? Bon, bah, je suis une femme, je suis coach professionnelle, je suis également formatrice indépendante et je suis une ex-professeure des écoles. Euh, voilà, j'habite en Île-de-France, je suis aussi maman de 2 adolescentes. Donc je suis à mon compte depuis 2023, 100% à mon compte. Et avant ça, voilà, j'ai commencé à coacher et monter mon auto-entreprise en 2020. Euh, donc j'ai fait 3 ans en gardant mon temps plein à l'éducation nationale et ensuite je me suis lancée. Ok, top. Merci à toi pour ce petit descriptif. On va rentrer un peu plus en détail justement sur ton parcours. Mais avant, il y a une question que j'aime bien poser pour commencer l'épisode. Là, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que ta vie fait pleinement sens à combien? 1, pas du tout. 10, le top du top. 10, top du top. Ah, trop cool. Et justement, si on remonte cette échelle, euh, à quel moment tu penses avoir été dans ta vie au plus bas en termes de sens, de kiff, de plaisir? Bon, là, comme ça, ce qui me vient en premier, c'est en 2020, fin 2019, début 2020, le moment où j'ai fait un burn-out et où a commencé. Alors, je pense pas que c'est à ce moment-là que mon changement a commencé, mais en tout cas qui s'est concrétisé. Où j'avais une perte de sens, perte d'un sentiment d'efficacité, perte du sentiment de satisfaction, alors que je faisais quelque chose que j'aimais, un métier que j'aimais. J'avais aussi voilà des événements familiaux et personnels qui m'avaient un peu fait remettre les choses en question. Et je pense que c'est à ce moment-là, ouais. À ce moment-là que j'étais sur mon plus bas parce qu'avant ça, j'ai l'impression que je me posais pas trop la question, ça avait l'air d'aller. Ok. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, il y a quand même beaucoup de burn-out chez les enseignants. Mm. C'est pourtant un métier passion en général, tu y vas parce que t'aimes ça, enseigner, éduquer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça vire aussi souvent en burn-out? Ben, je pense justement parce que c'est un métier passion. Je pense que les personnes pour lesquelles c'est pas une passion, en tout cas si ces personnes-là arrivent à un épuisement, c'est pas pour les mêmes raisons, mais c'est un métier qui a pas de limite. Il y a pas de limite claire. On a juste la seule chose qui est limitée, c'est le temps de présence avec les élèves. Mais Mm. évidemment qu'autour de ça, ça déborde de partout sur la vie privée, sur les besoins physiologiques. Combien d'enseignants vont pas aux toilettes pendant la journée? Il y a pas, on peut pas prendre sa pause café ou sa pause toilette quand on a envie, etc. Et que parce que comme il n'y a pas de limite et qu'il y a des demandes qui augmentent et qu'on ne sait jamais trop, comme il n'y a pas non plus suffisamment de feedback, on ne sait jamais trop quand est-ce que ça suffit, quand est-ce que c'est trop, et il y a toujours des demandes supplémentaires qui arrivent. Donc je pense qu'on s'épuise pour ça, parce que finalement, pendant les vacances, on travaille beaucoup, le soir, on travaille beaucoup, et plus on est expérimenté, moins ça se calme parfois. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand on a pris cette habitude de travailler comme ça, en Mm. tout cas c'était mon cas, et qu'on ne questionne pas ce rapport au travail, ce rapport au temps, qu'on confond aussi temps investi et efficacité et investissement et que tout est corrélé, ben on se voit pas forcément s'épuiser et surtout on désapprend à s'écouter.
notamment aussi à cause du rythme scolaire. On peut pas poser ses vacances ou poser des jours de congé comme on veut. Donc les enseignants prennent l'habitude de tenir, en fait, de ne pas s'écouter et de tenir en fonction d'un calendrier qui leur est imposé tout le temps. Alors Mm. dans plein d'autres métiers, on n'a pas non plus trop de choix de ces congés, mais ce rythme en fait là régulier qui fait que parfois les enseignants s'épuisent sur les premières semaines et ensuite se voient essayer de tenir jusqu'aux prochaines vacances en se disant qu'il va falloir faire tout un tas de choses pendant les vacances, ne se repose pas suffisamment pendant les vacances et rebelote et s'épuise de plus en plus au fil de l'année. Et j'ai pas de statistiques pour le prouver là maintenant, mais je pense que si on regardait dans l'année, il doit y avoir un calendrier des burn-out aussi. J'imagine que voilà, Ouais. décembre, janvier, février, je pense que ce moment-là, en tout cas moi, mon burn-out, enfin, je me suis arrêtée en janvier. Et souvent, quand on m'appelle pour des coachings, c'est à cette période-là qu'on me parle d'épuisement, de fatigue. Voilà. Ouais. Mm. Et pour toi, c'est lié à quoi du coup? C'est lié à il n'y a pas assez de personnel pour faire tout le boulot? C'est lié à juste les gens sont trop engagés et n'arrivent pas eux-mêmes à poser leurs limites? C'est quoi un peu Bah, le facteur? je pense que c'est multifactoriel en réalité. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas assez de moyens humains, physiques, financiers. Ça, c'est une première raison qui en enchaîne d'autres. Oui, il y a sûrement un surinvestissement de la part des enseignants, mais qui est aussi corrélé à beaucoup de demandes et d'injonctions, notamment d'injonctions parfois contradictoires euh, de la part de l'institution. Il y a l'évolution aussi du public, des jeunes, des enfants, de la société. Euh, le fait que, je le disais, il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire qu'il y a les enseignants ont 18 heures de formation continue sur laquelle ils n'ont pas toujours la main, voire pas forcément. Enfin, en tout cas, on leur impose et c'est souvent la didactique. Il y a souvent aussi, même au niveau de la formation, un sentiment de pas être entendu, pas avoir le choix. Donc ça use aussi la motivation. Il manque cet espace d'analyse de pratique, de recul, de coaching, de parce que on travaille avec de l'humain, on est des humains et les besoins ne sont de toute façon pas écoutés, pas entendus, pas Mm. respectés. Ok. Et toi, du coup, ton burn-out, tu le sentais venir que tu étais épuisé ou ça a été le truc de wow, je l'ai pas vu venir et ça m'a mis la claque Ben non, je l'ai pas vu venir en tout cas sur le moment parce que tu vois, moi j'ai lancé mon podcast Peine de motivation en juillet 2019 et j'ai fait mon burn-out en janvier 2020 et pas lié à mon podcast d'ailleurs, mais Ouais. euh, je pense que moi j'avais eu quelques années auparavant un accident domestique qui m'avait déjà fait réfléchir en fait sur mon rapport au travail et qui commençait à me faire bouger un peu, reprendre des loisirs. Après cet accident, je me suis mis au chant que je rêvais de faire. Enfin, j'avais plus d'activité. Ça fait un petit moment aussi avec ça correspond aussi au moment où je suis devenue maman, mais j'avais plus trop de loisirs. J'avais ma vie de maman, ma vie de prof et bon, je voyais mes amis, etc. Mais et je me suis vue, c'est marrant, je le raconte dans l'épisode 200 là, que je viens d'enregistrer dans mon podcast. En gros, j'ai eu un accident domestique où je me suis blessé l'œil. Et donc, en attendant les pompiers, j'étais en train de dire à mon mari, faut absolument que tu appelles ma collègue, tu lui dis de clôturer mes commandes, sinon je vais pas avoir mon matériel à la rentrée, etc. Alors que j'étais littéralement en train de quasiment perdre mon œil j'attendais les pompiers, enfin ça coulait, etc. Et j'étais concentrée sur ça. Et donc en y Mm. repensant après, je me dis que voilà, ça a été déjà un premier changement. Et donc pour répondre à ta question, je me suis pas spécialement vue y aller. Il y a eu tout un faisceau d'événements, je pense, qui sont voilà, j'avais ma sœur qui était malade, j'avais ma fille qui arrivait dans le même niveau de classe que celui dans lequel j'enseignais, mais qui était dans un milieu différent. Et donc, je pense qu'il y avait des comparaisons et moi, je comparais et que je me sentais de plus en plus impuissante dans ce que je faisais. Voilà, plein de choses. Euh, et en fait, je me suis juste vue au fil des mois entre, je dirais, fin septembre et janvier, le moment où je me suis arrêtée,
euh, décliné en énergie. C'est-à-dire que j'étais là, donc de moins en moins envie, de plus en plus. C'était même pas de la fatigue, mais ouais, de moins en moins d'élan, de moins en moins de joie, de moins en moins envie d'y aller. Puis passer par un stade où tous les matins je me disais oh là là, est-ce que j'ai une raison de pas y aller ce matin, presque je me levais en me disant j'espère que je suis malade ce matin, comme ça je pourrais ne pas y aller. Et me disant ah bon, je me scannais dans mon lit, je me disais bon, tout va bien, ok, bon bah va falloir que j'y aille encore ce matin. Et ça a augmenté, 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 euh, jusqu'à jusqu'au jour où il y a eu il y a eu une grève, et donc j'ai fait grève ce jour-là, je n'y suis pas allée, et le fait de ne pas y aller, ben, le lendemain j'ai pas réussi à y retourner. Ah, ok. D'accord. Et tu avais du coup lancé ton podcast avant le burn-out parce que tu avais déjà en tête de lancer une activité, de faire quelque chose d'entrepreneurial ou c'était juste une activité loisir, j'ai lancé un podcast? Pas du tout. Et en fait, c'est marrant parce que le podcast, il a vraiment évolué avec moi et mon activité entrepreneuriale. Et c'était presque une sorte d'intuition. Je me suis dit, mais heureusement que j'ai fait ce podcast parce que c'est vraiment voilà, le pilier de mon activité en termes de communication. Et voilà. Et en fait, quand j'ai lancé le podcast, j'avais envie de prendre la parole, je pense, j'avais envie de partager des choses. Je savais pas encore trop quoi, et je savais pas précisément. Je savais que je voulais m'adresser aux profs, que je voulais faire bouger, transformer, changer. Mm. Mais ça, je l'ai conscientisé après. Mais voilà, j'avais envie de partager des choses qui fassent se questionner. Je voulais surtout pas dire aux gens comment faire. Je voulais juste ouvrir cette discussion pour pour permettre aux personnes de se poser des questions et prendre du recul. Et donc j'ai commencé, et c'est devenu un peu mon espace aussi de liberté, d'expression, de créativité, de pouvoir faire comme je veux, dire ce que je veux, en dehors du métier, de l'institution. Donc c'est comme ça qu'a commencé le podcast. Ah, trop bien. Et du coup, je suppose que voilà, pendant quelques mois, sûrement, tu as dû te remettre de ton burn-out, mais après, comment tu as fait pour rebondir? Ben, quand je me suis arrêtée, donc début janvier, j'ai eu quelques semaines un peu où j'étais un peu pantoise, pas trop savoir quoi, où je me triste, fatiguée, voilà. Et jusqu'au moment où j'ai décidé de d'écrire ma demande de rupture conventionnelle. Et donc au moment où où je l'ai écrite, terminé d'écrire, il y a quelque chose qui a switché déjà même physiquement. Hein, j'ai eu l'impression de pouvoir de nouveau un peu respirer. Et puis j'étais dans ok, dans autre chose, dans de l'après. Euh, euh, et là, je me suis questionnée, comme j'étais déjà formatrice depuis 6 ans à ce moment-là, je me suis questionnée, j'avais envie d'accompagner. À aucun moment, j'ai eu envie d'arrêter le podcast alors que je m'adresse à des profs. Donc ça, c'est resté. Et voilà, assez rapidement. Donc ça, c'était en janvier. Et j'ai commencé ma formation de coaching en avril, pendant le Covid. Donc il y a eu le Covid entre-temps, Mm. tout s'est arrêté. Euh, et voilà, j'ai commencé à me former au coaching en pensant d'abord faire complètement autre chose, découvrir une autre façon d'accompagner, ce qui était le cas, hein, mais très rapidement pendant ma formation de coach, je me suis dit ah mais en fait euh, j'ai envie de former les profs, enfin de former, j'ai envie d'accompagner, de coacher les profs. Les profs en ont besoin, et probablement si j'avais été coachée, peut-être que j'aurais pas été jusqu'au burn-out de cette façon. Euh, Ça m'a permis aussi de me prendre confiance en moi, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, comme beaucoup de profs, je me disais bon bah j'ai pas trop de compétences, je sais être que prof. Mm. Euh, et en fait, de fréquenter des personnes pendant cette formation qui venaient de milieux complètement différents, ben de réajuster aussi, et de me dire ok, en fait j'ai plein de compétences, ce que je vis dans la classe, dans une école, c'est à peu de choses près les mêmes choses, les mêmes problématiques que vivent les managers, que vivent les personnes dans leur milieu de travail. Donc je suis pas complètement perdue parce que j'ai jamais travaillé dans le privé par exemple. Mm. Et donc tout ça, ça m'a mis en confiance. Et dès juillet, j'ai commencé à parler en fait du coaching, des accompagnements de coaching dans le podcast, créer mon site, euh, et, euh, et d'avoir les premiers profs qui se sont fait coacher. Trop bien. Et si je reviens juste sur ce moment où tu décides de faire une formation de coaching, tu savais
enfin déjà, comment tu as découvert le coaching? Et du coup, tu l'as fait en disant, je deviendrai coach de vie. C'était quoi un peu l'intention derrière? Alors, comment j'ai découvert que je me suis jamais fait coacher avant. Ouais, J'avais déjà entendu parler des coachs de vie, notamment parce que j'écoutais à l'époque le podcast euh, Change ta vie ouais. de Clotilde Dussoulier. Donc j'avais déjà vu qu'il y avait des coachs. Ah oui, si, je sais comment j'ai découvert le, le métier de coach. J'ai lu à l'époque le livre, euh, comment s'appelle-t-il? Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, Raphaël, de Giordano. ouais. Et en fait, pendant tout le livre, je me suis dit, ah, mais c'est génial ce métier, jusqu'à ce que, à la fin, désolé, mais je spoil pour les personnes qui l'ont pas lu, mais jusqu'à à la fin du livre, on comprenne que c'est pas son métier. Mais Ouais. j'étais hyper déçue, et je me suis dit, mais quand même, ça doit bien exister, un métier où on accompagne les gens à devenir ce qu'ils ont envie d'être, etc. Et en fait, bon, du coup, j'ai cherché, j'ai vu le coaching. J'avais une copine aussi qui était coach, qui était life coach, voilà, aux États-Unis. Donc elle me disait non mais t'as pas besoin de te former, tu peux le faire. Moi je te connais, t'as déjà les compétences, etc. Je lui dis non non mais moi je veux me former. Enfin je ne suis que prof, donc Mm. il faut que j'ai une certification, un truc. Je veux un truc sérieux et tout. Et donc j'ai cherché euh, ce qu'il y avait. Et là je suis tombée sur le coaching professionnel. Euh, j'ai regardé assez. J'avais vu aussi des formations type accompagnement universitaire, mais la longueur me convenait pas. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au coaching. Et donc un peu, j'ai fait deux trois visios de deux trois écoles différentes. Je voulais quelque chose de certifié, reconnu RNCP, de cadré, parce que je sais que Ouais. voilà, je me disais ouais, dans le coaching, comment on distingue? Il y a des gens qui se disent coach, etc. Donc je voulais quelque chose de reconnu. Et donc c'est comme ça en fait que je me suis formée au coaching professionnel. J'ai cherché une école qui était accréditée par l'ICF ou la SF Coach ou euh, Ouais. voilà, ou le MCC et voilà. Et puis ensuite, bah, j'avais pas de sous à l'époque et je me suis dit bon bah ok, je fais ça, j'y vais. Ça commence dans deux trois semaines. J'ai appelé ma banque, j'ai fait un emprunt pour payer la formation qui était quand même assez onéreuse et je me suis lancée comme ça. Voilà. Et ta banque, elle t'a suivi facilement? Comment ça s'est passé? Oui, ben oui, oui, non, non, ils ont pas posé de questions. C'était voilà, j'ai Ouais. emprunté. Alors, ceci dit, j'ai pas emprunté beaucoup parce que j'ai d'abord payé la moitié avec mes économies. Il y avait Ok. plusieurs modules. Je me suis dit bon Ouais. ben je commence et quand j'ai vu que ben je voulais continuer à la fin des premiers modules, c'est là que j'ai fait pardon Ok. l'emprunt. Top. Du coup, Voilà. t'es formé. Tu commences à dire, ouais, trop bien, je veux m'attaquer, on va dire, aux professeurs, aux enseignants. Ouais. Comment se passe ton lancement? Et ben, justement, c'est là que le podcast a commencé à changer, alors changer, évoluer. J'ai continué d'avoir le même, enfin, des contenus adressés aux profs. Ça, j'ai pas bougé. Mon podcast s'appelait mes trucs de, enfin, s'appelle toujours d'ailleurs mes trucs de prof. Parce que au départ, je me suis dit, je sais que je veux parler de trucs, mais je sais pas quoi, donc je vais appeler ça mes trucs de prof, mais pas pour donner des trucs et astuces, mais plus parce que je savais pas de quoi j'allais parler. J'ai bien fait du coup puisque il a pu évoluer au fil du temps. Et donc c'est surtout bon, je me suis créé un site internet pour le coaching, donc j'ai appelé mon site mes trucs de coach pour être en lien avec mes trucs de prof. Ouais. Et bon, c'est le site en lui-même m'a pas apporté grand-chose, enfin de visibilité. J'étais déjà sur les réseaux sociaux avec le podcast, donc j'avais déjà un peu de visibilité à ce niveau-là. Parce Et que j'ai du coup, quand tu commencé. dis Ouais. avec le podcast, tu t'avais du coup un compte Instagram où tu publiais quoi, les extraits vidéo, c'est ça? Même pas à l'époque, c'était même pas des extraits vidéo. D'ailleurs, je fais toujours pas spécialement d'extraits vidéo. Non, non, c'était, je publiais juste les couvertures des Des épisodes. épisodes? Ok. Petit à petit, c'est devenu parfois des carousels, mais pas toujours. Ensuite, quand je suis devenue coach, j'ai commencé à faire quelques contenus un peu réflexifs. Voilà, enfin, j'ai tâtonné, j'ai fait plein de choses, mais mon 2020 sur Instagram, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, quoi. Enfin, Ouais, il y avait pas beaucoup, enfin, il y avait pas beaucoup de personnes. de contenu. D'ailleurs, j'aurais pu peut-être décoller plus si je m'y étais prise autrement, mais voilà. En tout cas, je suis arrivée assez rapidement à, je sais pas, 4000, 5000 personnes sur mon compte
Mais tu vois, aujourd'hui, 7 ans plus tard, j'en ai pas encore 10 000, j'en ai 9 000, tu vois. Ouais. Donc, il y a vraiment un changement, en tout cas sur Instagram, sur l'évolution des usages, comment les gens Mm. consomment, comment les gens augmentent. Mais tu vois, de façon assez organique, à l'époque, j'avais vraiment vite augmenté ma communauté sur Ouais. Instagram. Et donc, quand je me suis lancée, j'avais le podcast, j'avais déjà des gens qui me suivaient. J'ai commencé à parler du coaching, à avoir des épisodes plus coaching réflexif et d'autres qui restaient un peu pédagogie, à mêler un peu les deux. Euh, et en fait, les premières personnes sont arrivées jusqu'à, tu vois, ça fait là le podcast a 7 ans, ça fait 6 ans que je coach. Euh, Franchement, jusqu'à l'été dernier, je pouvais te dire que 99% des personnes qui me contactaient pour se faire coacher venaient du podcast. Ok. Voilà. Parce que du coup, dans ton podcast, enfin, dans le descriptif du podcast, tu mettais quoi? Le lien pour réserver un appel avec toi ou ton compte Instagram? C'était quoi un peu le chemin? Même pas dans l'intro. J'ai changé plein de fois d'intro, mais je crois qu'il y a eu un moment déjà, je me suis assez vite avant ça, c'est marrant parce que avant ça, avant d'être coach, j'avais du mal un peu à oser me définir. Par exemple, dans le premier épisode c'est un peu un qui suis-je. À l'époque, j'étais déjà formatrice, mais je sais même pas si je l'avais dit, si j'osais le dire. Voilà, j'étais un Mm. peu timide. Donc voilà, je fais ça, je partage comme ci, comme ça, etc. Quand je suis devenue coach, je l'ai mis déjà dans ma présentation. Je suis coach Ouais. professionnel, j'accompagne les profs, etc. Donc il devait y avoir ça dans l'intro, donc un peu ce que je fais, ma cible, à qui je Mm. m'adresse et pourquoi je le fais. Euh, Ensuite, j'essayais d'en parler, de donner des petits exemples dans les épisodes, dès que je peux faire référence à des coachings, mais maintenant de plus en plus, quasiment tous les épisodes, je parle de coaching, voilà, alors qu'au début, ça dépendait des épisodes. Et puis sur l'outro, à la fin, je disais, ben voilà, si vous avez envie de vous faire coacher, rendez-vous sur mes trucs de coach.fr. Enfin voilà, je donnais un peu l'adresse. Euh, J'essayais de donner aussi des exemples de à quoi ça pourrait être utile, parce que moi, Mm. l'enjeu, pour moi, c'est vraiment, bon, ok, je fais du coaching. Si on sait qu'on veut du coaching de prof, on me trouve assez facilement. Mais par contre, si on a une problématique professionnelle et qu'on ne sait pas que le coaching existe, comment on va me trouver, quoi. Donc c'est Ouais. plutôt ça. Mais je pense que j'avais cet enjeu de faire connaître l'activité auprès du public qui m'écoutait. Donc Ok. j'ai fait aussi quelques épisodes vraiment où je présentais un peu le coaching, où je parlais du coaching, qu'est-ce que c'est, etc. Sur des thématiques traitées en coaching. Je faisais des épisodes sur des thématiques traitées en coaching. Voilà. Ok. Et donc les gens sont venus comme ça avec le podcast. Et au début, tu avais construit une offre. Qu'est-ce que tu leur vendais du coup? Non, j'avais pas construit une offre. Des séances de coaching. Ouais. Euh, voilà, il y avait pas d'offre particulière au tout début. Lors de la première séance, on voyait un peu selon le sujet, combien de temps ça prendrait, combien de séances. Ensuite, ça c'était pour pendant les 3 premières années. Je pense que si j'avais quand même, si quand même, en fait, j'ai fait à un moment donné, tu fais bien de me questionner. Il y a eu un été où j'ai fait en fin d'été un mini programme de 7 jours pour se préparer soit pour la rentrée avec des petites vidéos d'introspection, d'aller chercher ses valeurs, le sens, ses besoins, etc., d'identifier tout ça. Donc il y avait une petite vidéo par jour. Et en fait, je l'ai fait sur une plateforme, sur Teacheasy, et j'avais un compte gratuit. Je me suis dit, bon, bah, je fais ça, on verra si ça prend. Mm. Et en fait, j'ai posté le truc et c'était limité, le compte était limité, gratuit était limité à 50 inscrits. Et donc, je poste ça, je partage sur les réseaux, je vais me coucher et le matin, j'avais des messages de genre, ah, c'est limité, on peut plus s'inscrire. Du coup, j'avais dépassé en une nuit les 50 inscrits à ce programme. Donc j'ai pris un abonnement que j'ai toujours et c'est comme ça que j'ai commencé du coup à créer des programmes en ligne pour compléter les coachings puisque j'avais cette plateforme donc un peu sur le modèle que j'avais proposé pour ces 7 jours-là avec une Mm. petite vidéo de questions de coaching. Voilà. Donc ça aussi, ça m'a fait avoir des adresses mail.
Ouais. Mais c'était pas un plan en fait. C'est-à-dire que si je le refaisais aujourd'hui, je le ferais encore mieux, mais c'était pas anticipé. Voilà, c'était un peu Mm. l'élan spontané, l'intuition. Bah tiens, je vais faire ça. Et c'était il y a déjà, ça devait être, ouais, c'était, je pense en 2021 ouais, ça devait être en Ouais. 2021. 2021. Trop bien. Et tu l'as refait du coup l'année suivante? Et du coup, depuis, je l'ai refait chaque année. D'accord. Euh, Chaque année, il y a des gens qui le refont en fait chaque année. Il y a des gens qui, du coup, suite à ça, prennent un coaching. Voilà, il y a des personnes qui consomment plus le podcast, les contenus gratuits. Puis bon, voilà, ça dépend des gens. Il y a des gens qui viennent après qui me disent ah ben j'avais fait ça il y a 2 ans. À chaque fois, je le fais, mais là cette année, j'ai vraiment besoin, donc je me dis que je vais tenter le coaching. Donc en fait, le fait d'avoir fait ça, voilà, il y a des gens qui viennent après un certain temps de réflexion ou le Ouais. jour où ils ont besoin, mais qui m'ont identifié à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier petit programme que j'ai fait. Et après, j'ai fait des programmes, puisque j'avais l'enjeu, comme je te disais, de faire connaître le coaching pour les profs et de savoir, en fait, à quel moment, dans quelle situation je peux me faire coacher. J'avais conçu des petits programmes comme ça sur plusieurs thématiques en me disant peut-être en entrant par la thématique ils vont se dire ah bah tiens moi donc le premier que j'ai fait par exemple c'est l'équilibre vie pro vie perso. Mm. Donc j'ai fait un programme sur l'équilibre vie pro vie perso avec des petites vidéos, des petits podcasts, plusieurs thématiques pour travailler plusieurs angles de l'équilibre vie pro vie perso et qui était à compléter en complément de 6 séances. Donc c'était mes premières offres quoi. Voilà, accès au module en ligne plus 6 séances de coaching Ok. sur cette thématique-là. Donc j'en ai fait quelques-uns des programmes comme ça. Et voilà, ça a permis de, je pense, clarifier. Ah tiens, je peux me faire coacher pour ça, c'est ça mon problème. Ouais. Voilà. Et maintenant, ensuite, après ça, de fait de faire ça, ça m'a permis de faire évoluer les offres au fur et à mesure du temps, en voyant les différents besoins, les nouvelles demandes un peu récurrentes qui revenaient. Donc dès que j'ai un peu de récurrence sur les sujets, je me dis, ok, donc ça c'est vraiment un sujet pour les profs. Peut-être que ça mérite de creuser ou de me former ou de m'améliorer. Donc petit à petit, j'ai amélioré soit les programmes, soit je me suis formée. Il y a eu un moment donné où je me suis dit non mais en fait, il faut vraiment que la gestion des émotions là, c'est vraiment un sujet. Je m'étais auto-formée, j'avais lu des choses, mais à un moment donné, j'ai eu besoin d'aller me former en intelligence émotionnelle. Mm. Donc j'ai fait une formation pour aller plus loin. Voilà, en fait, comment j'ai construit mes offres petit à petit, mais vraiment en me basant sur mes observations de coaching et mes intuitions. Donc au départ, ça partait d'une intuition, tiens, une idée, j'ai l'impression que je propose un petit produit ou un programme, et puis je l'améliore au fil du temps. Et parfois les coachings, en fait, j'analyse les coachings, j'analyse un peu ce qu'il y a derrière, j'essaye de faire des regroupements pour pouvoir définir des sujets importants. J'adore. Pour moi, c'est la meilleure philosophie. Tu pars de ton intuition, tu testes le plus vite possible, tu regardes si ça marche. Si ça marche, tu continues. Si ça marche pas, tu passes à l'intuition suivante. Et aujourd'hui, du coup, tu es toujours sur un écosystème d'offres un peu comme ça, avec des thématiques et tu as la partie en ligne et les 6 séances, ou tu as changé le modèle? Je sais pas si j'ai un modèle en réalité parce que comme je Ou fonctionne t'as comme pas de ça à modèle? l'intuition, j'ai plein de modèles en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai toujours des petits. Enfin, ceci dit, les premiers je les ai enlevés parce que l'année dernière je me suis dit ok, finalement je vais faire un truc un peu plus large qui regroupe plusieurs thématiques. Et donc j'ai fait un programme qui reprenait un peu de tout ce que j'avais observé ces dernières années. J'en suis arrivée à me dire finalement il y a 4 piliers qui concernent vraiment tous les profs et qui vont les aider, quel que soit le sujet sur lequel ils ont besoin Mm. d'avancer. C'est la conscience de soi, le fait de pouvoir s'écouter, avoir conscience de ses besoins dans l'instant, de ses émotions, de voilà. Donc la conscience de soi, la connaissance de soi pour pouvoir aussi comprendre son identité professionnelle, en quoi mes singularités me sont propres, mon mode de fonctionnement m'est propre, mais comment du coup c'est en complémentarité avec les autres, etc. Donc de pouvoir se positionner et qui va aussi aider dans le sentiment parfois d'illégitimité, etc., le positionnement par rapport aux autres. Euh, le troisième pilier que j'avais identifié, c'est du coup les compétences émotionnelles pour lesquelles je me suis formée, parce que là vraiment en termes d'émotions au quotidien, on n'accompagne pas les profs à
faire avec leurs émotions, à les utiliser de façon constructive et du coup ils les gèrent comme ils peuvent, ils les mettent sous le tapis mais elles reviennent et en fait que ce soit dans la gestion de classe, la gestion de son temps, la gestion de, enfin les émotions elles sont partout. Donc ça c'était le troisième pilier. Et le dernier pilier que j'avais identifié c'était tout ce qui était organisation, équilibre de vie, mon premier programme, euh, productivité, rapport au temps, etc. Donc j'ai fait l'année dernière un programme avec tout ça à l'intérieur. Donc, il y a 24 modules, voilà, j'ai fait des petites vidéos, encore mieux que ce que je faisais avant parce que j'ai monté en compétences depuis, voilà. Et j'ai regroupé ça dans un programme que j'ai appelé Kiffe ta vie de prof, qui s'appelait Kiffe ton année au départ, mais que j'ai appelé Kiffe ta vie de prof. Je me suis dit, ben, c'est large, un peu comme mes trucs de prof. Comme j'ai du mal à spécifier, voilà, j'ai voulu englober, je l'ai proposé en collectif, donc j'ai, euh, enfin, il y a les modules, plus soit un accompagnement collectif et ou un accompagnement individuel, 3 à 6 séances en complément. Donc c'est un peu le même modèle, Ouais. du coup, en raisonnant, je réponds à ta question, c'est un peu le même modèle, mais étoffé, plus large, plus précis peut-être. Et j'ai Ouais, d'autres modèles après, j'ai aussi du mentoring parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets sur lesquels le coaching était pas forcément suffisant. Donc notamment sur tout ce qui est vraiment gestion de classe où parfois ben il y a besoin de partager des apports, d'accompagner de ma façon plus précise. Donc dès que c'est vraiment de l'analyse pédagogique ou de la gestion de classe, même si ma casquette de coach ou ma posture en tout cas de coach me quitte jamais, voilà, là je suis plus en posture de mentor. Et puis après, moi à côté, pour l'équilibre de mon modèle économique, j'ai aussi ben, la formation individuelle. Je travaille pour des organismes de formation à destination de profs souvent. Voilà. ok, top. Et là, je réfléchissais et je me disais, tu as une cible où je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent ou qui nous écoutent pas, qui diraient, s'ils avaient ta cible, ah, mais ils ont pas d'argent. Tu sais, les enseignants, les professeurs, c'est pas des gros salaires, etc. Comment tu fais pour justement donner envie d'acheter à ces personnes qui, sur le papier, c'est pas les plus riches? Ben alors moi, c'est vrai que j'ai dû travailler sur le fait d'accepter de demander de l'argent aux profs et de me dire que c'était ok de le faire. Euh, je suis à l'aise avec mes prix, mais effectivement, il y a plein de personnes qui pourraient me dire non mais augmente tes prix. Tu vois, quand je vois passer toutes les pubs, tous les trucs sur du high ticket, moi, enfin, effectivement, je propose pas des trucs, enfin, je propose pas des coachings à 1000, 2000, 3000 euros au prof. Je fais pas ça parce que je sais que en tant que prof, je n'aurais pas pu me le permettre et je l'aurais pas fait et que je trouve ça dommage en fait de pas pouvoir contribuer pour ça. Après, j'aurais pu aider moins de profs et les aider plus cher, mais c'est pas le choix que j'ai fait. Ok. Voilà. Euh, ensuite, j'ai aussi vu que ben les fois, il y a eu des fois où j'ai fait soit des coachings gratuits au tout début ou des personnes qui ont négocié mes premiers prix et finalement j'ai vu aussi qu'il y avait un moins bon engagement de la part de la personne. Mm. C'est là qu'on m'a aussi posé des lapins ou pas été au bout, etc. Donc je me suis dit finalement, voilà. Et puis j'ai eu un jour quelqu'un, voilà, qui m'a dit, ah ça va être compliqué le prix, mais voilà, j'ai vraiment très envie de le faire. Et en fait, cette personne, elle a carrément, enfin j'étais même un peu gênée du coup, mais elle a carrément, je sais pas comment elle s'était débrouillée, mais elle avait fait rentrer ça dans un rachat de crédit pour pouvoir financer son coaching. Donc, et puis il y a des gens, mes premières clientes que j'ai coachées au tout début, ben, je les coach encore, elles reviennent à chaque fois qu'elles ont une situation, un besoin de se faire coacher. Donc je me suis dit aussi avec le temps, j'ai vu que euh, en fait c'était pas, enfin, les prix que je pratique en tout cas, c'est pas forcément un frein quand les gens en ont besoin. Ils estiment que Mm. voilà qu'ils ont envie d'investir là-dedans et on dépense suffisamment d'argent dans un peu tout et n'importe quoi sans s'en rendre compte au quotidien. Là, quand les gens décident de mettre un prix sur quelque chose qui va leur être utile, qui va leur permettre d'accéder à du mieux-être,
ou de la confiance, ou à qui ils sont et qui leur donne envie, donc qui leur redonne de l'élan, ben en fait, ça vaut le coup, quoi. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Si, si, carrément. Et j'aimerais ouais, te faire un truc qui m'est venu là quand tu as dit celle qui a emprunté. T'étais gênée. C'est marrant parce que toi, tu as fait la même chose ouais, pour ta formation de coaching. Et, euh, et quand tu l'as fait, enfin là, quand tu l'as raconté, je l'ai plus perçu comme une fierté. Genre, ouais, j'ai investi sur moi, j'ai eu le courage, je suis allée voir la banque, etc. Et je trouve, souvent, on a tendance à se dire, oh là là, mince, je suis un peu méchante ou j'abuse parce que l'autre fait un prêt. Alors que l'autre, très souvent, alors je te recommande vraiment pas à tout le monde de faire des prêts et d'être dans la merde financièrement, mais l'autre, s'il fait un prêt, et que c'est pas toi qui lui as mis le couteau sous la gorge avec de la manipulation, hein, il le fait en conscience et en mode ultra fier. Enfin, toi, c'est vraiment c'est une preuve d'engagement. Je trouve que mm, c'est la plus belle preuve d'engagement qu'on peut se faire envers soi-même que de se dire, waouh, allez, là, je vais vraiment investir sur moi parce que c'est vraiment douloureux et que il faut que je dépasse ça, quoi. Encore une fois, faut pas que ça mhm. soit fait sous la manipulation d'un truc foireux Non, ouais, ou voilà. Mais quand l'intention est bonne, que tu as laissé le libre arbitre à la personne de prendre sa décision et qu'elle décide de faire un prêt, je trouve que c'est en fait finalement le plus beau cadeau qu'une personne peut se faire. Et c'est cool de enfin d'ouvrir aussi cette possibilité à cette personne. Tu lui fais aussi ce cadeau-là, de lui ouais, dire bah voilà, regarde là, tu regarde ce kiff. Et je pense que ouais, celle-là, c'est vraiment celle qui a eu les plus belles transformations. ouais, et c'est aussi, tu vois, il y a, comment dire, c'est comme tu dis, une question d'engagement, et c'est aussi acceptable parce que je sais que je ne manipule pas, que Ouais, c'est ça. c'est aussi pour ça que j'accepte de le faire. En fait, moi, la personne, quand elle me dit que c'est trop cher, tu vois, j'ai discuté avec quelqu'un il y a pas longtemps qui était un peu, pas harcelé, mais par quelqu'un qui essayait de lui vendre un accompagnement. Et quand elle lui a dit, bah écoute, en ce moment, voilà, moi j'ai bientôt mes droits à France Travail qui s'arrête, j'ai besoin de prendre le temps de la réflexion pour pouvoir savoir si je m'engage à travailler avec toi. Mm. La personne, le gars au bout du fil lui dit bon bah écoute, dans ces cas-là, je te laisse, je vais aller passer du temps avec les gens qui ont vraiment envie de travailler avec moi. Bon, alors moi, pour moi, ce serait le red flag Ouais. enfin, bah, le gros red flag. J'aurais dit non, mais moi, je m'interdis de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que Mm. j'annonce mon prix. En plus, du coup, je propose aussi, sans diminuer mon prix, les gens peuvent payer en plusieurs fois. Euh, je mets pas le couteau sous la gorge aux gens, comme tu dis. Et puis surtout, quand j'entends, quand les gens me disent ouais, ça va être compliqué, je dis oui, je sais, c'est un investissement, mais il n'y a pas de souci. Enfin, tu reviens vers moi quand c'est le bon moment pour toi. Enfin, voilà, si tu Ouais. peux, te mets pas en difficulté pour ça, etc. Et je pense que c'est ça, quoi. Les gens, après, ils décident du bon moment pour eux. Donc, si c'est pas le bon moment pour eux, moi, il y a aucun souci. Si les gens me disent, ben, je reviens vers toi plus tard, ou qu'ils reviennent pas, ou qu'ils reviennent vers moi 2 ans après, qu'ils me disent, ah, tu sais, je suis désolée, je t'avais dit que je reviendrais, mais j'ai pas pu avant. Il n'y a pas de souci, j'accueille les bras ouverts. Et je Mm. pense que c'est aussi ça, la posture, une posture de coach aussi, mais la Ouais. posture qui fait que les gens, en fait, ont envie de s'engager vraiment pour eux, ce qu'ils sont, et pas sous la pression de ah, peut-être que le coach il va m'en vouloir, ou peut-être que le coach il sera pas très content, ou peut-être que je vais me mettre en difficulté, ou peut-être qu'après il voudra plus m'accompagner. Enfin, Non. voilà, ça c'est Je pas suis du tout dans d'accord. mon. Et pour moi, le rôle aussi, c'est de. Je pense que c'est quelque chose qu'apprécient les gens quand je les ai au téléphone, c'est OK, c'est pas le bon moment, mais on va faire un plan d'action pour créer ce bon moment. Et pas dire à la personne, bah, tiens, crée-toi ton propre bon moment, je te laisse dans la merde, tout ça. Mais comment on accompagne aussi la personne, même si elle n'est pas cliente, en fait, comment on fait comme si elle était déjà cliente, avec un vrai accompagnement de, OK, bon, je comprends, c'est pas le bon moment. Par contre, si je traite comme une cliente, là, on fait un petit plan d'action. Et on regarde comment Ouais. créer ce bon moment, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Pour que la personne, elle parte avec vraiment un truc clair de, OK, si je veux avancer, c'est ça qu'il faut que je fasse. Si je veux créer ce bon moment, je sais pas, moi, il faut que je mette 50 euros de côté tous les jours à partir de maintenant, je vais le faire. Et après, une fois qu'elle a l'argent de côté, elle décide si elle veut faire l'accompagnement ou si elle veut faire autre chose. Mais aider cette personne à Ouais. commencer justement à investir sur elle, à mettre de l'argent de côté pour pouvoir évoluer.
Ouais, j'aime bien ce que tu dis. Ça me fait penser la semaine dernière, juste, enfin il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur les conseils d'une de mes coachées parce que elle avait un examen à passer et en général je fais pas du one shot, mais là vraiment elle avait l'échéance qui arrivait, donc je lui avais proposé, bon, je lui avais accepté de faire une séance pour qu'elle puisse avancer là-dessus. Et en fait, au moment de faire la séance, elle a fait une crise d'angoisse. Elle m'a écrit en me disant je vais pas pouvoir faire la séance, je suis pas en état, etc. Et bon, elle était gênée en plus de m'avoir peut-être fait Mm. bloquer mon créneau. Et donc, ben, comme tu dis, j'ai continué. Enfin, c'est pas grave, il y a pas de souci, c'est pas le bon moment. Je veux pas te forcer à faire une séance de coaching dans un état pareil. Enfin, et par contre, j'ai continué de discuter. On était sur WhatsApp, j'ai continué de discuter avec elle et voilà de l'apaiser et de voir voilà comment elle pouvait réfléchir, etc. Et finalement, quelques jours après, la semaine dernière, elle est revenue vers moi, ça a fonctionné, elle a fait son examen, elle l'a obtenu. Et d'elle-même spontanément m'a dit ben, j'aimerais bien te donner quelque chose, file-moi ton lien de paiement, je veux voilà, te faire un petit don ou te filer Mm. contribuer puisque tu as quand même voilà essayé de m'accompagner un peu même si j'étais pas en état. Donc voilà, ça paye entre guillemets, j'aime pas dire ça, Ouais. mais ça paye aussi entre guillemets de ne pas être pressé, de ne pas oppresser les gens et de rester dans sa posture, de Mm. continuer de faire les choses sans surdonner et qu'on soit perdant, mais voilà, Mm. de continuer d'accompagner les gens quand c'est possible, dans la mesure possible, dans le sens, de façon cohérente avec la posture qu'on a Ouais. professionnellement parlant. Oui, comme tu dis, la cohérence est ultra important. Encore une fois, moi, je crache pas sur ces closers qui font des trucs de pression parce que je pense que ça a du bon pour certaines personnes. En vrai, il y en a qui ont besoin d'avoir le coup de pied aux fesses et un peu le couteau sous la gorge pour oser voilà, passer à l'action. Et à partir du moment où il y a le truc qui est livré derrière et qu'il y a les résultats, à la limite, fine. Là où ça me dérange, c'est quand il n'y a pas, il y a pas le truc qui se fait derrière. Mais c'est sûr que le plus important, je pense, c'est d'être aligné avec nous, la manière dont on aimerait être closé, la manière dont on aimerait Mm, justement acheter les choses et refléter cette manière-là. Parce que ouais, à un moment donné, je sais que moi j'étais très dans le ah, faut que je suive les techniques de closing et tout ça. Et en fait, tu t'y perds, tu te retrouves à faire des trucs où toi, t'aurais pas aimé forcément qu'on traite comme ça. Enfin, j'ai tenu 2 appels, hein. ouais, J'ai tenu 2 appels et après j'ai fait bah non, c'est pas possible, c'est pas moi. ouais, Ok, j'aurai des résultats, enfin j'aurai peut-être moins de clients facilement, ça va prendre plus de temps parce que je leur laisse en effet plus le temps de réflexion, mais en même temps, c'est écologique pour moi, ça fait sens, c'est aligné. Je pense que c'est le plus important pour justement qu'il y ait l'effet miroir aussi avec ses clients, c'est d'être pleinement aligné, comme tu dis, dans sa manière de mm. vendre. Ouais, mais et moi non plus, je crache pas sur les closers. Ce qui me dérange plutôt, c'est de faire culpabiliser les gens Ouais. euh, parce que ben ils sauraient pas investir sur eux ou qu'ils en vaudraient pas la peine ou que Mm. ben nous on vaut mieux qu'eux ils ne voient pas qu'on est la personne qu'il leur faut. Enfin, c'est plutôt ça qui me Ouais, dérange dans la posture. En fait, c'est plutôt la posture que le moyen. ouais. Euh, que le moyen. Euh, donc ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, quand il n'y a pas derrière ce qui est promis, Mm. c'est embêtant. Et la chose que je voulais ajouter, c'est que finalement, moi, ce que je disais, c'est que la plupart des gens viennent du podcast. Et en fait, j'ai très peu à faire ça parce que dans le podcast, je suis moi, c'est ma voix, c'est mon ton, c'est mes convictions, c'est ma façon de travailler. Je suis cohérente dans le podcast. J'écris moi-même les scripts, voilà. Et donc les gens, en fait, quand ils m'écoutent, ils me l'ont dans les oreilles, ils savent qui je suis, comment je travaille. Mm. Et quand ils font le pas, quand c'est ceux qui viennent du podcast, quand ils font le pas de m'appeler pour me demander un coaching, en général, ben, je leur explique juste comment je fais, mais ils sont hyper contents. Et il y en a même qui me disent au bout de 10 secondes, non, mais bon, déjà, je sais déjà que ça sera oui et que je vais travailler avec toi, hein, mais je suis trop contente de t'avoir au téléphone. Enfin, voilà, Ouais. souvent, Ils c'est sont comme ça déjà que ça se passe. convaincus, ouais. Ils Mm. sont déjà convaincus parce que ils ont vu. Donc moi, c'est le podcast, mais pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Ça peut être, je sais pas, leur newsletter, leur Mm. leur vidéo, enfin voilà. Mais je pense que ouais, il y a une partie de ça, de ce qu'on donne à voir de soi et cette cohérence et cette posture quand elle transparaît dans tout ce qu'on fait,
C'est pas seulement au moment de l'appel de closing ou de l'appel découverte que tout se joue, c'est aussi dans cette cohérence-là. Ouais, ça c'est le gros avantage du contenu long, je trouve. Que tu Mm. peux pas faire passer par les réseaux sociaux, mais que tu peux faire passer avec le podcast, comme tu dis, la Ouais, newsletter, le blog, le YouTube. ouais, C'est le gros avantage. Et c'est là où mixer les deux, c'est pas mal. ouais. Alors attention à ceux qui nous écoutent. L'inconvénient de le faire dès le début, c'est que vous vous éparpillez dans 10 000 trucs. Euh, si je prends l'exemple d'Émilie, elle avait validé quand même sa cible et tout ça avant. Donc attention, d'abord on valide la cible, l'offre, et une fois qu'on a un truc validé, là ça vaut le coup par contre de faire du contenu long. Ouais. Oui, oui, tu as raison de le souligner parce que moi je savais pas. Quand j'ai fait le podcast, j'étais à fond. Ouais. J'ai dû faire. Je devais avoir déjà, je pense, 50 épisodes quand j'ai commencé le coaching. Le Mm. podcast, il était déjà lancé. Donc voilà. Et ce que tu disais sur le contenu long, tu vois, moi je m'en rends compte après. Enfin, sur Instagram, j'ai beaucoup de mal. Enfin, le format court, vu que j'ai en plus commencé par du contenu long, que ça fonctionne, que je sais Ouais. exactement ce que je veux dire, comment je le dis, etc., j'ai du mal à condenser sur du contenu court. Et je vois bien que Mm. je suis moins efficace, moins visible, moins... et parce que les codes actuels de ce qui se fait sur les réseaux pour capter vite l'attention, pour... voilà, ça correspond pas à ma façon de m'exprimer, de rentrer dans les détails, de vulgariser, de prendre le temps de décortiquer. Et Mm. donc, sur le contenu court, je suis beaucoup moins pertinente, je pense. Ouais. Mais c'est important déjà de le savoir parce que du coup tu mets de la conscience dessus et après c'est se dire ok, est-ce que simplement, tu vois, je prends pas juste des vidéos de mon podcast et je les balance comme ça avec des extraits pour faire la pub du podcast. Mais c'est top déjà d'en avoir conscience. Ça permet toi de créer la stratégie qui te correspond. Mm. Ouais, ouais, et de pas perdre mon temps et mon énergie. J'ai testé et j'ai vu en fait. Quand tu disais sinon on s'éparpille. Moi, j'ai pas réussi à mettre de l'énergie sur les réseaux et garder l'énergie suffisante sur le podcast. Donc tous les moments où j'ai essayé d'être un peu plus sur les réseaux, un peu plus constante, un peu plus présente, voilà, d'avoir une stratégie là-dessus, ben le podcast en fait en a pâti. Ouais. Et, et la conclusion, c'était que ça m'a pris beaucoup plus. Ma conclusion pour moi, c'est que ça m'a pris beaucoup plus de temps et d'énergie que le podcast d'être sur des réseaux. Enfin, j'y suis depuis le début, j'y suis de manière régulière, mais de mettre Mm. une stratégie en place sur les réseaux euh, et avec beaucoup moins d'efficacité que sur le podcast. Donc, il y a eu un moment donné où je me suis dit, en fait, donc t'as investi, t'as pris du temps. Ça me génère aussi moi du stress de poster sur les réseaux. Euh, et finalement, ce que t'aimes, ce sur quoi t'es à l'aise, ce qui fonctionne, ce qui te nourrit et qui nourrit ce que tu fais au quotidien, c'est le podcast. Donc en fait, c'était l'essai-erreur là de me dire ok bon ben les réseaux avec parcimonie, je reste régulière, je poste les trucs du podcast, mais j'ai moins d'attente. J'ai pas d'attente, du coup je continue de refaire au feeling et j'arrête avec une stratégie là parce que moi ça me convient pas. Top. Je vois le temps qui passe. On va devoir s'arrêter là. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour ceux qui se lancent justement dans l'entrepreneuriat et qui se posent peut-être plein de questions, un truc que toi, tu aurais aimé savoir dans les débuts ou autre? Euh, alors, moi, ce que je dirais pour ça, c'est déjà de s'entourer je trouve que ce qui est dur, en tout cas, ce qui a été dur pour moi les premiers mois quand je me suis lancée à 100% à mon compte, c'est ben, d'être souvent toute seule devant mon ordi et mes contenus. Et du coup, ça donne l'impression qu'il faut faire, faire, faire. En fait, comme les résultats n'arrivent pas tout de suite, rassurez-vous, c'est pas parce qu'on fait plus et qu'on travaille, qu'on s'épuise dans les premiers mois que ça fonctionne plus vite. C'est juste qu'il faut parfois être patient, se dire c'est comme si on avait lancé des petites graines, elles poussent pas encore donc on voit rien, mais on va pas continuer de lancer des graines, lancer des graines, lancer des graines, lancer des graines tant que ça pousse pas. Donc voilà, de prendre du recul, de s'entourer d'autres entrepreneurs, d'aller dans des clubs d'entrepreneurs ou dans son réseau de corps de métier, voilà, de voir du monde, et puis d'être un peu patient, d'être constant mais patient et sans en faire toujours plus, quoi, parce que sinon on sait plus au moment où ça fonctionne, bah on sait plus laquelle des stratégies qu'on a tentées a été efficace. Yes.
C'est le problème de changer de stratégie tous les 3 semaines, c'est que C'est ça. tu sais plus ce qui marche et ce qui marche pas. Merci à toi, Émilie. Les épisodes de podcast, je les fais toujours terminer par une question de coaching qu'on va donner à nos auditeurs et qui vont pouvoir méditer en marchant et en musique à la fin de l'épisode. Est-ce que toi, tu as soit une question que tu t'es posée un jour dans ta vie et qui a été game changer et tu as envie que les gens se la posent, soit une question que toi, tu te poses régulièrement, justement, et tu dis, ouais, mais celle-là, faut que vous la posiez. Alors, une question que je me pose régulièrement, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, en fait, ça me convient et ça me ressemble pour pouvoir, voilà, est-ce que ça me fait avancer vers ce que je veux, voilà. Et puis pour ça, ben, faut que je vois si je sais toujours ce que je veux. Donc voilà, des fois je me refais le point avec moi. Donc qu'est-ce que je veux, je me vois où, c'est quoi mon prochain objectif ou donc voilà. Mais est-ce que ça me ressemble pour pas me perdre parce que parfois je pourrais avoir tendance à dire oui ou à me lancer dans plein de choses et sans que enfin qui m'emmènent ailleurs et en fait oui ça me plaît sur le moment mais c'est plus orienté. Donc ce serait peut-être ça la question. Top. Eh ben, merci à toi, Émilie. Restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir cette question à méditer en marchant et en musique. Et Émilie, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des mots doux ou autres, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Eh bien, le podcast, c'est mes trucs de prof et il y a plein de gens qui l'écoutent sans être prof, donc vous pouvez toujours essayer d'écouter, voir ce que ça vous apporte. Donc sur toutes les plateformes et puis sur les réseaux, ben j'ai 2 comptes, hein, le compte du podcast qui est mes trucs de prof et mon compte de coaching qui est mes trucs de coach. Voilà, sur LinkedIn, Émilie Lefatan, LE espace PHAT espace TAN. Voilà. Top. Et ben, je mettrai les liens pour te contacter en descriptif de l'épisode. Un grand merci à toi, Émilie, et je te dis à très vite. À très vite, merci pour l'invitation. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching et aujourd'hui c'est Émilie qui te pose cette question. Est-ce que ce que tu es en train de faire te convient et te ressemble ?